Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Libre Journal, toujours assisté de la pimpante Elisabeth. Merci. Et j'ai la joie d'avoir comme invitée principale aujourd'hui Madame Marie-Christine Arnautu. Bonjour Marie-Christine Arnautu. Bonjour Thibault, bonjour Elisabeth. Voilà, donc je rappelle que vous êtes député européen et puis vous êtes vice-présidente du Front National et puis vous avez un ancrage maintenant à Nice, on en parlera peut-être un petit peu, mais bien sûr nous allons aborder plein de sujets au travers de l'Europe, de sujets brûlants comme tout ce qui se passe en ce moment, évidemment ces réfugiés qui affluent chez nous avec les problèmes à Calais, les problèmes de souveraineté budgétaire et puis ce lobby on va dire anti-famille qui est très actif au sein de l'Europe dite de Bruxelles. Voilà, parce que je rappelle toujours, et certainement on développera ce point, que nous ne sommes pas des anti-européens, bien sûr, nous sommes des Européens, mais nous ne sommes pas pour cette Europe-là, et pas pour l'Europe de Bruxelles. Et puis nous aurons au téléphone pendant 10 minutes, un quart d'heure, Bernard Anthony sur un certain nombre d'actualités de défense des chrétiens, avec une très belle manifestation qui s'est faite, et vous en avez bien sûr entendu parler à Radio Courtoisie. Il y avait presque 2000 personnes pour soutenir la pauvre Asia Bibi qui est condamnée à mort au Pakistan. Et puis voilà, l'actualité en quelque sorte de Chrétienté Solidarité. Et puis nous rappellerons régulièrement qu'il y a ce déjeuner anniversaire de Radio Courtoisie le 23 novembre qui est très, très important. Et nous sommes tous heureux, tous les animateurs d'émissions, d'y être bien sûr présents et autour d'Henri de Lesquen. Voilà, alors chère Marie-Christine, nous avons vraiment pratiquement, pas 1h30, mais 1h et quart ensemble. Donc j'ai envie de vous poser la question traditionnelle. Bon, vous êtes élu député européen maintenant depuis plusieurs mois, pas tout à fait. Quelques mois, parce que nous avons pris nos fonctions le 1er juillet. Voilà. Ouais. Alors, vos premières impressions dans maintenant vous êtes à l'intérieur de ce machin, enfin bon, qu'est Bruxelles et Strasbourg. Déjà, vos premières impressions. Que vous dire, que je n'ai pas été déçue, mais dans le mauvais sens du terme, bien sûr. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment une tour de Babel. Vraiment une tour de Babel. Et d'ailleurs, tout est fait. Vous savez, quand on arrive à Strasbourg et peut-être encore davantage à Bruxelles, on a énormément de mal à se repérer parce que tout Bruxelles, est fait. C'est épouvantable. C'est épouvantable. D'ailleurs, ils nous donnent des plans. Et ils ont raison parce que les premières semaines sont quand même assez difficiles, même si on a le sens de l'orientation. Bon, cela dit, c'est vrai que quand je dis que nous ne sommes pas déçus, c'est-à-dire que nous le savions et nous le vérifions au quotidien et en séance plénière et dans nos commissions thématiques respectives. La France et les autres pays d'ailleurs, toutes les autres nations sont systématiquement à la botte de la décision de la Commission européenne parce que vous savez, finalement les députés européens, quand on voit nos adversaires de droite ou de gauche, on rejoue l'UMPS à Bruxelles, exactement la même chose. Et s'il n'y avait pas les députés du Front National qui étaient là, portés par la voix de Marine Le Pen, pour remuer tout ce petit monde, eh bien, effectivement, c'est une bulle où les gens sont totalement déconnectés de ce qui peut se passer dans leurs pays respectifs, et surtout, et on leur rappelle à chaque fois que l'occasion nous en est donnée, ils ont complètement perdu de vue qu'ils sont mandatés par les électeurs de leur pays pour défendre les intérêts de leur pays. Voilà. Donc, moi, je peux vous donner déjà quelques petits exemples, même si c'est vrai que nous faisons là nos premiers pas et que les thèmes dans les commissions commencent juste à s'imposer. Moi, je suis au transport et au tourisme. Eh bien, voyez un exemple. On a écouté très attentivement le ministre italien du tourisme, puisque nous sommes sous la présidence italienne en ce moment. Eh bien, il nous a expliqué pendant longtemps qu'il fallait faire très attention à garder le patrimoine de chaque pays. Eh bien, en même temps, on voit en Italie, en Grèce et chez nous en France d'ailleurs, que nous vendons petit à petit tout le patrimoine de notre pays. Là, je vais parler que de la France, vous le voyez bien, on vend des églises, on vend des monuments historiques, la plupart du temps d'ailleurs à des puissances étrangères. Et en même temps, donc voilà, il y a une contradiction permanente entre ce qu'on peut appeler des vœux pieux, des belles incantations. Alors là, les belles incantations, vous savez,
On en a traduite en 28 langues, là, il n'y a aucun problème. Mais aucune relation avec les nations et avec les pays. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, je sais que vous avez un certain nombre d'alliés, on a beaucoup parlé de ce groupe qui aurait pu se constituer, bon, peu importe, qu'ils doivent certainement se constituer un jour, et je sais que Marine Le Pen souhaite le construire sur des bases solides, pas avec n'importe qui, mais vous avez déjà des alliés, et je sais que c'est des alliés assez fidèles, parce que, eu égard d'ailleurs à certaines petites manipulations qui ont tenté de se faire du côté de l'Angleterre. Voilà. Donc vous pouvez peut-être rappeler à nos auditeurs quels sont nos alliés traditionnels, en tout cas à l'Europe, au niveau des députés européens. Il y a alors je pense évidemment en premier à nos alliés italiens de la Ligue du Nord, puisque nous avons Marine Le Pen a fait une conférence de presse conjointe avec eux il y a 10 jours sur le problème justement de l'immigration. C'est eux qui en avaient pris l'initiative, mais évidemment que nous les avons rejoints immédiatement, particulièrement d'ailleurs sur la propagation du virus Ebola, particulièrement aussi parce que vous parliez à juste titre de Calais, mais n'oublions pas qu'il y a Menton. Et là, moi, je me sens particulièrement concernée puisque c'est dans la grande région sud-est et c'est dans mon département, les Alpes-Maritimes. Et évidemment que, je vous disais que ça remuait beaucoup, mais ça remue beaucoup les esprits là-bas. Vous savez, il y a eu un vote la semaine dernière sur la commission. Il y a eu 209 députés qui ont voté contre et qui ont suivi et qui ont applaudi Marine Le Pen lors de son intervention. Donc ça bouge. Moi, je ne suis pas du tout inquiète sur cette histoire de groupe parce qu'elle a eu tout à fait raison de ne pas le faire juste pour constituer un groupe. Et ça aurait été une grave erreur. D'ailleurs, Monsieur Farage, qui lui s'était enorgueilli d'avoir constitué son groupe tout de suite, a perdu une nationalité, a dû en récupérer une, et là ça devient du bricolage. Donc ça ne vient. Nous voulons, Marine Le Pen l'a dit, effectivement constituer ce groupe qu'inévitablement nous ferons, et je pense assez rapidement, avec des gens qui ont à cœur de défendre leur nation, qui ont comme nous cette vision d'une autre Europe. Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas contre l'Europe, et ça, il faut bien le dire à chaque fois. Nous sommes contre cette Union européenne, nous sommes pour une Europe des nations. Or, les Italiens, les Hollandais, les Autrichiens, les Belges, qui sont avec nous, et j'en oublie sûrement, sont tout à fait en phase avec cette option qui est, je dirais, supérieure à toutes les autres. Alors c'est vrai aussi, bon, que c'est pas, mais vous savez, est-ce qu'on attend de la démocratie de ce machin, comme vous dites, qu'est l'Union européenne? Non, nous ne sommes pas des naïfs. C'est vrai qu'en tant que non-inscrits, nous avons des difficultés, par exemple dans les commissions, à nous exprimer autant que les autres, à avoir la possibilité d'avoir autant de temps de parole que les autres. Ça, nous ne l'avons pas. Mais est-ce que la quantité compte? Moi, je n'en suis pas certaine. Je vois par exemple en commission des transports, je siège aux côtés de Bruno Gollnisch. Je peux vous dire qu'il connaît parfaitement le sujet puisqu'il y avait siégé déjà dans la mandature précédente et qu'il sait très bien poser les bonnes questions. Alors, justement, vous parlez de transport. Enfin, bon, je parle ça fait évidemment référence aussi à mouvement de population. Avec tout ce qui se passe en ce moment à Calais, voilà qu'un certain nombre de politiques de droite, de la fausse droite, enfin, nous copient sur la remise en cause de Schengen. Qu'est-ce qu'il faut peut-être quand même rappeler que, ce que c'est que Schengen, et puis que nous avons osé dénoncer ces accords depuis bien longtemps. Oui, d'ailleurs c'est assez intéressant de voir dans les débats politiques qu'il dénonce Schengen. Après, je pense évidemment aux affidés de Nicolas Sarkozy qui maintenant poussent des cris d'orfraie en disant « Mais mon Dieu, il faut absolument dénoncer Schengen ». Oui, pour faire Schengen 2. Donc voilà, vous savez, c'est toujours la même histoire, hein. On combat la politique d'immigration pour faire encore plus d'immigration. On combattait le communisme en disant que ça ne marchait pas pour mettre encore plus de communisme. Et aujourd'hui, on combat la mondialisation pour faire encore plus de mondialisme. Donc, bien sûr qu'il faut dénoncer et sortir
et sortir de Schengen. Mais ça devient un sujet de bon sens aujourd'hui chez les Français. Et je crois que c'est pour ça, à cause des élections européennes, nous sommes arrivés premier parti de France. Parce qu'au bout d'un moment, à force de prendre les Français pour des imbéciles, ils réagissent dans les urnes. Et ils l'ont fait au moment des élections européennes. Une formidable victoire, hein, avec bien sûr, 23 députés. Bien sûr. Parce que 25%. Parce que nos compatriotes dans toutes les régions de France voient quel impact la politique d'immigration a sur leur quotidien, quel impact la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux a sur leur quotidien. Eh bien, aujourd'hui, ils disent stop. Il est évident que Schengen, mais c'était dans la suite logique presque de l'Europe de monnaie, je dirais, ou bien on ouvre à tout vent, on nous explique qu'il y a les réfugiés climatiques, qu'il y a les réfugiés sanitaires, qu'il y a les réfugiés politiques. Bon, très bien, maintenant je rappelle quand même, parce que c'est pas évidemment sur les ondes de Radio Courtoisie, parce que vos auditeurs le savent depuis bien longtemps, mais que Jean-Marie Le Pen, déjà, n'avait jamais critiqué les immigrés. Ils ont raison de venir en France. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des pompes aspirantes qui existent depuis des dizaines d'années. À leur place, n'importe qui ferait la même chose. Donc il y a une immense lâcheté dans ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'écoutais le maire UMP de Calais, qui est une femme au demeurant sans doute courageuse, mais enfin qui a comme les autres, ils ont des solutions qui n'en sont pas. Ce n'est pas, il y a eu Sangatte, il y a eu la jungle. Maintenant, on veut les déplacer, ces populations, pour les mettre ailleurs, dans la région du Calaisis, toujours. Enfin, mais je veux dire, un enfant de 4 ans comprendrait que là, il y a un véritable problème de logique. Alors, Marie-Christine Arnautu, évidemment, en ce moment, il y a quand même un certain nombre d'émissions sur ce qui se passe à Calais. Il y en a une récemment, C'est dans l'air, etc. Et j'ai été fasciné par le fait que c'était bien sûr, ce jour-là, il n'y avait pas de représentants de notre mouvement, j'allais dire, et en fait, je trouvais que l'UMPS, aussi bien par la voix de l'extrême gauche comme des écologistes, Parti socialiste, UMP, n'arrivait pas à expliquer, et pour eux, la frontière est quelque chose de dépassé, et qu'il ne faut pas rêver, de toute façon, nous n'arriverons plus à contrôler nos frontières. Alors, c'est assez amusant parce que, je veux dire, nous, on rentre toujours dans le détail, et je me souviens que lors le programme présidentiel à laquelle vous avez largement participé, ma chère Marie-Christine Arnautu, en particulier dans le volet famille, eh bien, nous avions tout simplement chiffré le fait de réembaucher des douaniers, de réembaucher des gendarmes pour assurer le contrôle des frontières. Effectivement, c'est en milliers d'hommes, mais ça a un coût qui est, je dirais, absolument abordable par rapport au coût de l'immigration. Voilà, on avait chiffré tout à fait cela en centaines de millions d'euros sur 5 ans, et c'est quand même invraisemblable d'avoir mis dans la tête des gens que la notion de frontière était dépassée. De toute façon, les gens, ils arriveront toujours à passer par un biais ou par un autre. C'est fou d'arriver à faire croire aux gens que la notion de frontière est complètement dépassée et qu'elle est même impossible. Mais moi, je ne pense pas qu'ils le croient. Je vais vous dire, je suis très, très rassurée sur le bon sens de nos compatriotes. Je crois au contraire que la notion de frontière, tout comme d'ailleurs la notion de nation et la notion de famille, sont des valeurs extrêmement modernes et qu'elles ne sont absolument pas dépassées. Au contraire. Bien sûr, parce qu'elles renvoient à celles de nation et de famille. De repères, de racines, qui sont quand même aujourd'hui des valeurs, puisqu'on a coutume de parler beaucoup de valeurs, qui créent un vide sidéral
dans notre société française. Moi, je ne crois pas du tout, si vous voulez, que dans l'esprit des Français, ces valeurs, et particulièrement la valeur de frontière, qui n'a rien d'insultant, qui au contraire est une protection aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez, c'est assez paradoxal, parce que nous entendons constamment parler de protection, de principes de précaution, sur des tas de sujets, et en même temps, quand il s'agit de protéger notre pays, quand il s'agit de protéger nos compatriotes, alors là, d'un seul coup, ça devient démodé. Donc, vous voyez, moi, je crois que ce fatalisme, parce que c'est un fatalisme terrible qui existe et qui sévit aujourd'hui chez nos adversaires politiques, est la preuve de leur impuissance présente, mais bien sûr aussi de l'impuissance du passé. Et puis, je lisais récemment des extraits des interviews de Daniel Cohn-Bendit, de Michel Barnier et même de Valéry Giscard d'Estaing, où ils osent dire, finalement, parce qu'il faut quand même oser pouvoir le dire, que la France n'est pas un grand pays. Donc, quand on part de ce principe-là, je pense en plus qu'ils le croient. C'est peut-être ce qui est le plus terrible. Quand on part de ce principe-là, vous savez, le clivage, il est net. Il est très net. C'est-à-dire que tous ces gens-là, en voulant détruire les frontières et en voulant détruire encore une fois nation et famille, ont cherché à faire perdre à nos compatriotes la fierté d'être français, la fierté d'appartenir à un pays qui a une histoire extraordinaire, dont on prend tout, nous, au Front National, toute l'histoire de la France, parce que nous en sommes intrinsèquement fiers. Et je vous dis, moi je vous le dis avec d'autant plus de facilité que vous savez très bien que je suis d'origine étrangère et que mes parents ne sont pas nés en France, mais aujourd'hui qu'ils sont enterrés en terre de France, eh bien je suis peut-être encore plus fier que n'importe quel Français dit de souche. Absolument. Alors, dans le sillage de ces prises de position de l'UMP qui prétendent soi-disant supprimer Schengen, mais pour refaire Schengen 2, comme vous le dites, et absolument pas prendre les moyens qu'il faut pour protéger nos frontières et compter un certain nombre de milliers de gendarmes, de policiers, de douaniers, comme nous l'avons fait nous concrètement. Je peux le dire précisément. Nous avions chiffré 551 millions d'euros sur 5 ans pour pouvoir assurer de nouveau, via des milliers de 2000 gendarmes, 2000 policiers supplémentaires, pour assurer, et avec en plus des douaniers, assurer de nouveau la maîtrise de nos frontières. Alors, il y a quelque chose d'invraisemblable aujourd'hui, ce sont ces UMP qui ont sans doute reçu le message de Nicolas Sarkozy de dire qu'il faut supprimer l'AME. Alors ça c'est fabuleux, c'est absolument fabuleux. Alors ils ont un peu de mal à le justifier d'ailleurs à la télévision parce qu'ils sont pas à l'aise. Je rappelle que nous bien sûr, nous l'avions à l'époque c'était 645 millions d'euros. Et l'AME aujourd'hui on apprend, au moins il y a ce débat que c'est passé à 800 millions et ça va continuer encore plus. On dépassera le milliard. Vous avez voilà. Et alors c'est quand même, on peut peut-être rappeler ce qu'est l'AME, ma chère Marie-Christine, en direction des étrangers, que c'est une véritable pompe aspirante et que nous sommes les seuls à avoir dénoncer cela, quoi. C'est évidemment l'aide médicale d'État, nos auditeurs le savent bien sûr, mais là encore, c'est une hypocrisie terrible, puisque tous ces gens qui prétendent défendre la loi, l'aide médicale d'État n'est ni plus ni moins les soins gratuits pour des gens qui sont ici sur notre sol en situation irrégulière, qui sont des clandestins, donc par définition, qui sont en infraction avec la loi de notre pays. Alors, je rappelle d'ailleurs pour la énième fois que Marion Maréchal Le Pen, notre brillante députée, a proposé l'année dernière de supprimer évidemment l'AME à travers un amendement et que aucun député de l'UMP n'a voté cet amendement. On n'en est pas très surpris. Bon, alors on nous dit maintenant, le nouvel argument, c'est de nous dire, ah oui, mais alors voilà, si on ne les soigne pas, ils sont peut-être porteurs d'épidémies, de virus. Il y a qu'à les arrêter aux frontières. Exactement. Si on les arrêtait aux frontières, le problème serait résolu. Et puis, tout le monde sait très bien que personne en situation d'urgence, sanitaire ou autre, sur notre sol, ne serait abandonné. Bien sûr que de toute façon, on les soignerait. Donc là encore, c'est de la sensiblerie, c'est un faux problème. Et l'aide médicale d'État,
moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, c'était aux alentours de 350 millions. Hein. Je crois que c'était il y a 5-6 ans, 7 ans. Bon, aujourd'hui, effectivement, ça frise le milliard. Et bien évidemment qu'avec tous les problèmes maintenant de ce qu'on a appelé les conséquences du printemps arabe, évidemment que ça ne va pas s'arranger. Et d'ailleurs, il faut préciser qu'excepté en Belgique où il y a un dispositif équivalent, il n'y a aucun pays d'Europe qui pratique ce dispositif. Sur les 27 pays de l'Europe dite officielle, de Bruxelles. C'est absolument invraisemblable. On voit bien là que la France, vraiment, et encore plus que les autres pays, est une véritable passoire. Et c'est très dommageable, évidemment. Enfin, ça renvoie au coût de l'immigration. Alors, on a déjà beaucoup de questions, ma chère Elisabeth. Oui, je rappelle à nos auditeurs, et je les remercie de nous écouter et d'être fidèles, vous êtes bien sûr Radio Courtoisie. C'est le libre journal de Thibaut de la Tocquenay et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Christine Arnautu qui nous parle du thème sur l'actualité de l'Europe. Beaucoup de questions, je vais en prendre une d'un auditeur. Madame Arnautu, vous préoccupez-vous du recul en France des libertés publiques et des libertés individuelles? Quand je dis libertés individuelles, je parle aussi de la liberté de propriété, car celle-ci recule à une vitesse supersonique. Bien sûr, et c'est pas Thibaut qui va me contredire, puisqu'il parlait tout à l'heure du projet qu'il a chiffré, hein, il faut le dire, en 2012 pour Marine. Bien sûr que dans la partie logement, par exemple, sur laquelle notre ami Lacoste de la Raymondie avait travaillé, nous avions parlé d'ailleurs du logement social, et je l'ai redit la semaine dernière dans un communiqué, le logement social doit être temporaire. C'est-à-dire que sur le problème du logement, nous, ce que nous souhaitons en termes de logement social d'abord, c'est-à-dire que ce soit une transition, que ce soit, là encore, ça fait des années que nous demandons la transparence dans l'attribution des logements sociaux, que nous demandons aussi la priorité nationale en termes d'attribution des logements sociaux, puisque là encore aujourd'hui, on privilégie l'urgence à l'ancienneté. Quand on dit ça, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire les familles qui arrivent récemment sur notre sol, la plupart du temps des familles nombreuses d'ailleurs, qu'on loge bien avant nos compatriotes qui, eux, sont sur des listes d'attente parfois depuis plusieurs années. Depuis 10 ans, à Nice, c'est le cas. 10 ans. 10 ans. Voilà, 10 ans. Bon. Mais encore une fois, ça doit être une transition. Donc nous avions, et nous allons le refaire, je suppose, Thibaut, pour 2017, nous allons refaire des propositions extrêmement claires pour favoriser l'accession à la propriété. Et ça, c'est une grande idée. Évidemment, favoriser l'accession à la propriété. Alors là, nous n'avons pas le temps de développer, mais je renvoie les auditeurs déjà sur le site du Front National qu'ils regardent le projet de Marine Le Pen, le chapitre logement. Ils verront que là encore, nous avions des propositions tout à fait de bon sens, tout à fait applicables si on le veut bien. Mais aujourd'hui, vous savez, moi j'ai quand même une réflexion, et la propriété m'y fait penser. J'ai le sentiment de plus en plus fort que nous sommes dans un pays qui ressemble aux heures sombres, pour le coup, là, du communisme. Voyez ? C'est-à-dire que j'ai entendu là une nouvelle taxe maintenant sur les résidences secondaires, une nouvelle taxe sur les taxes d'habitation évidemment et les taxes foncières qui augmentent. Mais pourquoi toujours les propriétaires ? Pourquoi toujours on a l'impression que ce sont de richissimes Français qui vivent égoïstes dans leur petit monde ? Non, non, non. La plupart des propriétaires français sont des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont économisé à la force du poignet pour avoir souvent un petit appartement d'ailleurs ou une petite maison, qu'ils espèrent d'ailleurs laisser plus tard à leurs enfants. Ça s'appelle juste un héritage, mais qu'on a retaxé d'ailleurs aujourd'hui. Donc quand je vous dis que ça me rappelle les principes souvent du collectivisme, c'est la réalité. C'est la réalité, et la propriété en est un bon exemple. Donc évidemment que dans le projet de Marine Le Pen et du Front National, c'est exactement l'inverse, puisque nous voulons faciliter, mais très tôt déjà, très tôt. Alors, parallèlement à ça, évidemment, il faut recréer de l'emploi. Parce que si vous ne pouvez pas travailler, si vous n'avez pas de quoi vivre, vous n'allez pas pouvoir acheter un bien.
Bon, mais tout ça est un programme global. Et à la différence des autres d'ailleurs, nous avons un projet global, nous. Nous avons un projet cohérent. Que vous preniez le chapitre du logement, le chapitre de l'immigration, le chapitre de l'économie, Thibault, ou bien le chapitre des PME sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Tout ceci a un lien de chapitre à chapitre. Bien sûr, et d'ailleurs la préférence nationale permet d'envisager les choses de manière non pas plus facile, mais quand même pour remettre les pendules à l'heure, quand on explique qu'il y a un manque énorme de logements sociaux en France, oui d'une certaine manière, mais si vous appliquez la préférence nationale, c'est beaucoup moins vrai. D'abord, et puis, de toute façon, il faut quand même faire des logements, toujours travailler à faire des logements neufs pour remplacer les logements anciens. Ça doit toujours être, la roue doit tourner en quelque sorte en permanence. Mais voilà, nous introduisons cette notion de préférence nationale. Vous savez, Nice, qui est la ville où je suis élu conseiller municipal. 4e ville de France. 5e ville de France. C'est passé 5e. Non, puis à mon avis, ça va passer 10e si ça continue d'être géré de cette façon-là, malheureusement. Mais en termes de logement, il y a énormément, je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est aux alentours de 5000 logements vacants dans les logements sociaux. Donc soit ils sont absolument détruits ou squattés, ou bien on les laisse à l'abandon. Donc là encore, on est sur une volonté politique, vous savez. Il faut une volonté politique. Et pourtant, cette ville est dirigé par un UMP, Monsieur Estrosi, qui soutient son mentor Nicolas Sarkozy à chaque fois qu'il peut le faire. Eh bien, il a une gestion qui serait digne des pires villes communistes ou de gauche. Et alors, il y a du logement. Mais les propriétaires ne souhaitent pas, n'ont pas le courage de rénover leur logement pour le louer. Si vous voulez, ça appartient à un logement qui s'appelle Côte d'Azur Habitat là-bas. C'est-à-dire ce sont même des logements qui appartiennent à des organismes de HLM. Bien sûr. Donc c'est encore plus grave. Et ils n'ont pas l'argent pour les rénover ou qu'est-ce qui se passe ? C'est une bonne question. Moi, j'aimerais beaucoup avoir une réponse précise de Madame Estrosi, qui est adjointe au logement, qui privilégie évidemment à Nice les deux quartiers, essentiellement les Moulins et l'Ariane, qui sont des zones, on va dire, sensibles pour être correctes, qui sont dans lesquelles elle privilégie évidemment la préférence étrangère. Ou la discrimination positive, on va dire ça comme ça, voilà. Et donc le siège de Côte d'Azur Habitat, qui est un siège magnifique sur la promenade des Anglais, nous avons demandé à plusieurs reprises qu'il soit vendu et que l'argent soit remis justement dans la rénovation des logements sociaux, tout ça ne se fait pas. Et de favoriser l'accession à la propriété si possible, parce que tout de suite ça responsabilise les gens. Ça, monsieur, mon cher Thibault, c'est dans les projets électoraux de notre programme. Oui, mais nous le ferons. C'est aussi dans le projet électoral, malheureusement, des autres. Sauf que les années passées, que ce soit l'UMP ou le PS, ne l'ont jamais fait. Et les gens n'y croient plus. Vous savez, quand on voit cet exemple, alors évidemment c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui a frappé quand même tout le monde, une vieille dame qui a été expulsée il y a 15 jours d'un logement social à Nice avec sa fille handicapée. Elle a été expulsée, mise à la rue, cette femme, sous couvert qu'elle ne payait pas ses loyers, 97 ans, je rappelle, une vraie niçoise. Je veux dire, tout est dit. Alors, je vois que nous avions effectivement prévu en 2012 audit d'action logement et des centres collecteurs, oui. Audit des 700 principaux organismes de gestion et des logements sociaux, audit sur les conditions d'occupation des logements sociaux et d'attribution. Là, il y a des enquêtes à faire et du ménage à faire. Mais moi, je crois que la transparence d'attribution serait déjà une excellente chose. Il suffit, vous savez, on affiche beaucoup de choses dans les mairies. Pourquoi n'affiche-t-on pas à qui sont attribués les logements et puis la date initiale de demande ? Voilà. Oui. Je ne vois pas pourquoi on en a honte. Et nous le ferons. Alors, chère Marie-Christine Arnautu, beaucoup de questions sont arrivées. Vous allez pouvoir en prendre connaissance. Et on me signale qu'on va avoir notre invité au téléphone. Comme ça, vous allez avoir tout le loisir de préparer des belles réponses pour ces nombreuses questions. Je vois presque 15 ou 20 questions. Là, donc, c'est passionnant. Donc voilà, chers auditeurs,
Je reçois actuellement Bernard Anthony. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Thibault, et j'en profite pour dire bonjour aussi parce que je viens de percevoir sa voix, Marie-Christine Arnautu. Je lui souhaite un bon travail de préparation de ses réponses. Voilà. Voilà, alors, cher Bernard Anthony, voilà, je souhaitais vous avoir un petit peu au téléphone parce que il y a eu, d'abord je voudrais redire, bien sûr ça a été largement évoqué à Radio Courtoisie, mais cette très belle manifestation à laquelle j'ai pu participer, mais c'est vous qui l'aviez organisée bien sûr avec beaucoup d'autres collaborateurs, avocats brillants, cette manifestation terrible au soutien de Asia Bibi, cette jeune pakistanaise chrétienne qui est condamnée à mort, peut-être nous en dire un petit mot, et puis bien sûr je voulais que nous parlions un peu de la manifestation du 23 novembre. Merci Thibault. Oui, alors pour ce qui est d'Asia Bibi, lorsque j'ai appris la confirmation de sa condamnation à mort par pendaison pour le fait que cette femme avait tout simplement proposé à boire à des voisines chrétiennes travaillant au champ comme elle, à des voisines musulmanes, et que celle-ci avait dit mais enfin elle nous injurie puisqu'elle est impure et qu'on ne saurait donc boire dans le même récipient qu'une femme impure. Bon, voilà pourquoi Asia Bibi subit ce long calvaire depuis 5 ans. Et lorsque donc nous avons appris cette condamnation confirmée par la Cour d'appel, sachant qu'il n'y a plus maintenant que le recours de la Cour suprême du Pakistan, nous avons pensé qu'il était bon de manifester devant l'ambassade du Pakistan. On nous a dit, mais ce sont les vacances de Toussaint, il n'y aura personne, Paris est vide, et notamment des étudiants, des jeunes. Eh bien, le pari a été tenu. Cette manifestation a réuni donc une foule importante, mais aussi, il faut le dire, une participation, notamment de chrétiens d'Orient, du Proche-Orient, et de Pakistanais qui étaient là et qui nous ont dit, vous avez raison, il faut organiser partout des manifestations. Je dis cela parce que nous avons été critiqués, je ne m'y étendrai pas. Certains disent que ces manifestations ne font qu'encourager ceux qui condamnent Asia Bibi. Oui, enfin, elle est condamnée depuis 5 ans. Depuis 5 ans, elle ne sort pas de prison. Et alors surtout que cette critique est venue de la gauche, d'organisations soi-disant féministes, laïcistes, maçonniques, LGBT, qui, pour leur part, ont organisé une manifestation pensant que peut-être donc ils seraient plus efficaces que nous, essentiellement chrétiens, parce qu'il n'y avait pas que des catholiques à l'appel de chrétienté et solidarité, il y avait des coptes, il y avait des orthodoxes, il y avait des protestants, mais il y avait aussi des gens de toute sensibilité. Alors, donc ils ont organisé leur propre manifestation place du Trocadéro. Ils étaient 20 fois moins nombreux que nous, avec Madame Elisabeth Badinter comme personnalité emblématique, et surtout une de nos connaissances qui a beaucoup évolué depuis qu'elle était une dirigeante de Ni Pute Ni Soumise et du FF et du MLF, donc s'est indignée de cette récupération d'Asia Bibi, parce que elle a tenu un propos, elle a dit mais enfin voilà que vous osez tenter de récupérer le sort abominable d'Asia Bibi, alors que vous combattez tout ce qu'elle incarne. Parce qu'Asia Bibi, c'est quoi? D'abord, c'est la foi catholique, elle refuse d'abjurer. Depuis 5 ans, on lui dit, si vous adoptez l'islam, vous sortez demain. Asia Bibi, c'est une mère de famille de 5 enfants. Et donc, nous, évidemment, nous n'avons tenu aucun discours qui puisse servir aux adversaires d'Asia Bibi, contrairement à la manifestation, j'allais dire laïciste, je dis pas laïque, nous sommes des laïcs. Donc voilà, nous sommes sur cet enjeu pour Asia Bibi, parce que nous espérons qu'il en sera comme du cas de Mariam au Soudan, que les pressions internationales seront telles qu'elle puisse un jour sortir de sa geôle et surtout ne pas connaître le phénomène de la pendaison. Ça ne sera pas la dernière fois que nous manifesterons pour elle, parce que j'ai peur que les choses ne traînent. Et voilà le récit rapide que je pouvais faire de cette initiative. Bien sûr, et le cas d'Asia Bibi est emblématique, mais bien sûr on ne peut
on peut que comprendre avec vous qu'il faut réagir et arriver à ce que les Européens, les Français et les Européens prennent conscience, il faut le dire clairement, sans faire d'amalgame complet, bien évidemment, qu'il y a quand même une poussée de l'islam fondamentaliste qui est en train de massacrer et de persécuter dans une vingtaine de pays dans le monde les chrétiens, et en tout cas les non-musulmans. Donc ça, c'est clair, l'actualité le démontre en permanence. C'est tout l'honneur, je le dis clairement, sans flagornerie, cher Bernard Anthony, l'honneur de Chrétienté Solidarité d'organiser contre vents et marées ces campagnes de soutien aux chrétiens minoritaires dans tous les pays où ils sont persécutés. Alors, je voudrais que nous parlions de cette signature d'ouvrage que vous organisez donc en novembre. Alors, il s'agit du premier salon du livre, pas tout à fait d'ailleurs, je vais m'expliquer tout de suite, du premier salon en tant que tel organisé par la Griffe pour essentiellement les écrivains adhérents de la Griffe ou proches de la Griffe ou amis. Mais ça a pris un caractère tout de suite beaucoup plus large parce que je ne m'attendais pas à ce que autant d'auteurs ne souhaitent y participer. Alors, l'an dernier déjà, la Griffe avait organisé un très grand déjeuner-débat. Il y avait 550 couverts et il y avait là une trentaine d'auteurs qui signaient leurs livres. Le déjeuner-débat d'an passé avait été très coûteux parce que la Griffe garde son argent pour les procès. Nous n'aimons pas dépenser en vain, nous n'avons aucune subvention, nous ne sommes pas un parti politique, évidemment pas. Donc, même si nous combattons dans la dimension politique au sens large, évidemment. Mais nous ne sommes pas un parti, surtout pas un parti. Il y a des partis politiques pour cela. Donc, la Griffe avait réuni 20 à 30 auteurs. Cette année, nous avons besoin d'argent. Je le dis clairement, et c'est un des moyens pour en avoir aussi. Parce que nous avons beaucoup dépensé dans des procès dont nous faisons le récit par ailleurs, et notamment sur Radio Courtoisie, qu'on ne remercie jamais assez. Donc, voilà, c'était pour nous, et puis en même temps, une rencontre avec tous ces écrivains. Alors, ça sera le dimanche 23 novembre, de 13h30 à 18h30, au Forum de Grenelle, donc au centre de Paris. Le Forum de Grenelle, c'est une belle salle, mais j'ai peur que nous ne pouvons plus accueillir d'autres écrivains. Je dis tout de suite, et nous n'accueillons pas non plus les stands des journaux et des associations. Cela nous est absolument impossible. Peut-être l'an prochain, sûrement même, prévoirons-nous de louer un espace beaucoup plus grand. Alors, un mot quand même de la participation. À ce jour, plus de 60 écrivains. Je ne peux pas les citer tous dans votre émission, cela deviendrait fastidieux. Et puis, nous souhaitons que d'ailleurs ils aient tous un peu une chance égale, qu'il n'y ait pas en quelque sorte des écrivains qui attirent beaucoup, tandis que d'autres restent leur plume à la main. Alors donc, il y aura, entre autres, voilà, je la liste sous les yeux, Anne Brassier, Stéphanie Bignon, Christophe Bilek, notre cher ami de Notre-Dame de Kabylie, Grégoire Boucher, Judith Cabot, notre cher ami du Cercle d'amitié française juive et chrétienne, Louis Chagnon, Yves Daoudal, Alexandre Delvalle, François Foucard, Henri de Lesquin qui nous rejoindra parce que ce jour-là, il y a Bien sûr. Le déjeuner anniversaire de Radio dont on va parler dans un instant. Mais ça n'est pas le même public et surtout ça se termine de telle façon qu'on puisse rejoindre, comme le fera Lesquin ou comme le feront d'autres encore, notre salon du livre. Il y aura Jean Mondré, bien connu de tous ceux qui s'intéressent à la guerre d'Algérie, sur laquelle je lis d'ailleurs, j'en profite pour le dire, une fois n'est pas coutume, je fais pas de la publicité habituellement pour ce journal, un article tout à fait remarquable dans la page des débats, dans le Figaro d'aujourd'hui, c'est de l'écrivain algérien Boualem Sansal. C'est heureux de pouvoir lire ce que dit cet écrivain algérien sur la guerre d'Algérie. C'est titré « Une guerre pour rien ». Il faut beaucoup de courage. Il y aura encore Xavier Martin, qui est un très grand universitaire et dont l'œuvre dont l'œuvre apporte beaucoup dans l'analyse du phénomène révolutionnaire. Il y aura, je ne vais pas citer, il y aura Jean Raspail qui m'a dit, Bernard, j'ai un certain âge, on peut le dire ici, il a 90 ans, mais toujours bon pied, bon oeil. Il me dit, mais pour toi, je serai à ce salon. Donc, cher Jean Raspail, un grand merci. Il y aura notre
complice Thibault de certains voyages, Alain Sanders, Rénal Sécher, bien sûr, Nicolas Tandler, l'abbé de Tanouarn, Guillaume de Thieulois, Jacques Trémollet de Villers, Philippe Bilger. C'est tout un salon au cours duquel je ferai en sorte qu'il soit propice aussi aux rencontres et à tous te permettre ces rencontres. Alors, cher Bernard Anthony, merci beaucoup. Donc, on rappelle le lieu de cette manifestation et je rappelle bien sûr, parce qu'on va faire une large publicité du déjeuner de Radio Courtoisie, qu'il est tout à fait possible de faire le déjeuner de Radio Courtoisie et de se rendre après à votre signature, qui a lieu, donc redites-le exactement. Forum de Grenelle, Oui. 5 rue de la Croix-Nivert. Forum de Grenelle, 5 rue de la Croix-Nivert, de 13h30 à 18h30. Et sans doute, on reculera un tout petit peu de telle façon que les amis qui vont au déjeuner de Radio Courtoisie donc puissent nous rejoindre. Voilà, écoutez, merci beaucoup, cher Bernard Anthony. À très bientôt et vous avez, votre propre émission dans 3 semaines, si je calcule bien. C'est bien ça. Thibault, merci beaucoup. Bonne continuation d'émission. À bientôt. Voilà, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je voulais en profiter aussi pour annoncer un événement qui aura lieu bien une semaine avant ce dimanche 23 novembre, où tout à l'heure nous allons d'ailleurs vous annoncer largement et faire de la publicité pour le déjeuner de Radio Courtoisie du 23 novembre, et puis cette signature qui a lieu dans l'après-midi, organisée par la Griffe. Eh bien, c'est tout simplement la 30e université annuelle du Club de l'Horloge, dont le président n'est autre que Monsieur Henri de Lesquen. Donc, le thème, c'est rétablir la liberté d'expression. Et d'ailleurs, dans toutes les questions qui sont arrivées pour Marie-Christine Arnautu, il y a des questions sur la liberté d'expression et sur la restriction des libertés de plus en plus féroces en France en général. Et donc, c'est évidemment un thème fondamental. Donc, rétablir la liberté d'expression contre la pensée unique, on pourrait peut-être ajouter. C'est le thème de cette 30e université annuelle du Club de l'Horloge, donc présidée par Henri de Lesquen. Ça aura lieu le samedi 15 novembre et dimanche 16 novembre. Donc, ça arrive très vite. Et il y a beaucoup d'orateurs, en particulier Jean-Yves Le Gallou, mais beaucoup d'autres, bien sûr, Henri de Lesquen. Et je vous donne un numéro de téléphone, qui est le numéro de téléphone du Club de l'Horloge, donc qui est 4 rue de Stockholm, Paris 8e, 01 42 94 14 14. Donc, pour vous renseigner sur ces 2 jours d'université du Club de l'Horloge, qui auront donc lieu le samedi 15 novembre et le dimanche 16 novembre, eh bien, vous téléphonez au 01 42 94 14 14 et cette réunion, cette université aura lieu 18 rue de Varennes, Paris 7e. Mais appelez le Club de l'Horloge pour avoir plus de précisions. Et donc le programme est extrêmement alléchant et c'est donc samedi 15 et dimanche 16 novembre. Voilà, alors on me signale en régie que nous allons vous passer une belle annonce concernant justement ce déjeuner anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 23 novembre, nous célébrerons le 27e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 23 novembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2014 sera décerné à l'issue du repas à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 23 novembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Voilà, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis heureux de vous retrouver après cette belle annonce de notre déjeuner anniversaire de Radio Courtoisie le dimanche 23 novembre, en présence de notre invitée principale, Marie-Christine Arnautu, vice-présidente du Front National, députée européen. Et voilà des tas de questions, et je passe tout de suite la question à Elisabeth qui va peut-être en lire tout un paquet d'un coup pour que Marie-Christine Arnautu puisse y répondre. Voilà, je commence par un auditeur. Le limes romain, la Grande Muraille de Chine, la ligne Maginot, même la surveillance électronique du Rio Grande n'ont jamais empêché les étrangers de passer les frontières. Ce qu'il faut, c'est supprimer les pompes aspirantes. Voilà, une remarque tout à fait judicieuse. Madame Arnautu, toujours un auditeur. J'habite à Boulogne-Billancourt. J'ai constaté qu'en centre-ville, il y avait des immeubles de bureaux. Ces immeubles de bureaux donc, sont détruits pour en faire des programmes immobiliers neufs, bien entendu. Le prix du mètre carré serait aux alentours de 10 000 € pour les premiers prix. Alors, une auditrice. L'Australie a résolu son problème d'immigration en renvoyant chez eux les immigrés. Ensuite, un auditeur. Madame Arnautu, a-t-on conscience à Strasbourg et Bruxelles qu'il y a une influence américaine et ou anglo-américaine? Ressentez-vous cette influence dans ces deux instances soi-disant européennes? Un auditeur. À propos de la protection de nos frontières, j'aimerais rappeler un proverbe turc, : fais confiance à ton voisin, mais n'oublie pas de fermer ta porte. Et puis, une auditrice, Marion Maréchal Le Pen, a fait l'éloge de la loi sur l'avortement. Marine Le Pen est pour l'euthanasie. Si l'UFN ne respecte pas les fondamentaux, il ne pourra plus compter sur ses électeurs. Et enfin, je termine par la question d'un auditeur. C'est bien beau de dénoncer l'UMPS quand on fait au FN tous les efforts pour entrer en grâce et finalement les imiter en tout. Pour moi, il n'y a aucun espoir à mettre dans le FN. 3 petits points, je vous laisse la parole. Marie-Christine Arnautu. Bon, écoutez, je vais peut-être commencer par la fin, donc merci. Bon, rapidement sur les remarques de cet auditeur, je pense, HC Homme, je suppose, oui. De dénoncer l'UMPS quand on fait au FN tous les efforts pour entrer en grâce et finalement les imiter en tout. Bon, je pense que c'est de l'humour. Parce que j'invite cet auditeur à venir assister à nos débats à Strasbourg ou à Bruxelles ou même à l'Assemblée nationale. Bien évidemment que qu'il regarde aussi d'ailleurs peut-être de plus près les déplacements et les différentes prises de position de Marine Le Pen ces derniers temps sur des tas de sujets dont l'immigration, dont la famille, dont les valeurs morales. À aucun moment on peut nous taxer quand même, si on est honnête, et je pense que ce monsieur l'est, de faire le jeu de l'UMPS. Je ne sais pas ce que ça veut dire, entrer en grâce et finalement les imiter en tout. C'est totalement faux, bien sûr, puisque nous sommes les défenseurs de la nation, nous sommes les défenseurs des Français. D'abord, je fais une toute petite parenthèse pour rappeler à cet auditeur qu'aujourd'hui nous célébrons les 26 ans, la disparition de Jean-Pierre Stirbois il y a 26 ans, et que je le mets au défi de trouver dans ce que disait Jean-Pierre Stirbois, qui avait contribué d'ailleurs au programme du Front National à l'époque, une différence majeure aujourd'hui. C'est plutôt lui, sauf le respect que je vous dois, cher monsieur, qui fait le jeu de nos adversaires en disant exactement la même chose qu'eux. Bon. Sur Marion Maréchal Le Pen a fait l'éloge de la loi sur l'avortement, mon Dieu. Et nous sommes pour l'euthanasie. Ça, je ne peux pas laisser dire ça non plus, puisque Thibaut a eu la gentillesse de le rappeler tout à l'heure. J'ai beaucoup travaillé, pas seul d'ailleurs, avec beaucoup d'autres personnes sur le projet de la famille. Là encore, personne ne peut dire, quand on est de bonne foi, que nous faisons l'éloge de l'avortement. Bien sûr que non. Nous sommes, et moi je suis une femme et une mère de famille nombreuse, donc je vais vous dire, je ne pense pas avoir pu être prise en défaut une seule fois, pas plus que Marine Le Pen d'ailleurs, parce que ça aussi, moi j'en ai un peu assez qu'on dise que Marine Le Pen a fait la promotion de l'avortement. À aucun moment. Au contraire, elle a dit, et nous l'avons dit d'ailleurs au Conseil régional d'Île-de-France, où j'ai siégé pendant 12 ans, que nous voulons favoriser
la naissance, la possibilité d'avoir des enfants aujourd'hui. Enfin, écoutez, nous sommes après l'UMP aujourd'hui avec le PS dans encore un amoindrissement des allocations familiales, dans des difficultés dans la réforme du quotient familial initiée par les uns, poursuivie par les autres d'ailleurs, dans la même lignée. Aucune politique familiale possible, c'est exactement l'inverse que nous prenons. Nous avons dit que nous voulons essayer par tous les moyens, et il y en a des moyens, de proposer aux femmes en détresse sociale, c'était le mot qui avait été employé d'ailleurs à l'époque par Martial Bild, voyez-vous, au Conseil régional Île-de-France, d'essayer d'aider les femmes en détresse à trouver une autre solution bien sûr que l'avortement, et pour cela mettre en place des mesures d'accompagnement, penser aussi à revoir peut-être les lois sur l'adoption. Enfin, nous avons fait énormément de propositions afin d'éviter que ce chiffre terrible de 200 000 avortements par an continue non seulement d'exister, mais de progresser. Donc là encore, moi je ne peux pas laisser dire ça, c'est totalement faux. À chaque fois que nous avons eu l'occasion, dans nos mandats d'élus, que ce soit à l'Assemblée nationale avec Marion, ou bien nous dans les divers conseillers régionaux, nous dire qu'on a fait la promotion de l'avortement est d'une terrible mauvaise foi. D'ailleurs, je voudrais appuyer vos propos, parce que vous étiez responsable de la famille dans le programme, et vous avez été l'instigatrice bien sûr de cette mesure qui était, mais vous l'avez maintenue, et vous l'avez développée, c'est le revenu parental alloué aux parents, et c'est une mesure qui coûte 21 milliards en 5 ans, que vous avez largement défendue, et qui est dans le programme de Marine Le Pen de 2012, et la revalorisation des allocations familiales aux Français, alors qu'aujourd'hui on est en train de les diminuer, pour 10 milliards en 5 ans. Voilà, Marie-Christine Arnautu, c'est vous directement, je peux le dire, parce que vous étiez en charge du Cap Famille, et c'est le programme de Marine Le Pen. Bien sûr. D'ailleurs, pour finir sur ce sujet-là, même si je sais bien qu'on en reparlera, il faut préciser aussi à votre auditeur alors il y a le problème évidemment de l'avortement qui est pris souvent comme un moyen de contraception, et c'est catastrophique et dangereux d'ailleurs, et dangereux. Et vous savez, moi je ne connais aucune femme qui vive ça bien. C'est faux. Toutes les femmes qui ont eu recours à l'avortement en sont profondément traumatisées et à vie. Donc il faut pas non plus penser qu'on fait ça n'importe comment, ou bien que ces femmes-là, elles sont effectivement, le terme était bon, en pleine détresse. Donc nous voulons les aider, nous voulons leur éviter ça, et nous voulons éviter aussi, parce que il y a des mères de famille qui se retrouvent enceintes du 3e ou 4e enfant, et qui malheureusement ont recours à l'avortement pour des raisons matérielles, parce qu'elles ne savent pas comment elles vont faire. Et bien là encore, on rentre dans la politique familiale, elles ne le font pas non plus de gaieté de cœur, et je suis persuadée, moi, qu'avec des mesures volontaristes pour aider les familles, pour aider à ce que tout ça, mon Dieu, c'est la plus grande joie d'avoir un enfant, pour qu'on revienne justement à cette possibilité d'aider les femmes à élever les enfants, à ne pas avoir l'angoisse de mettre des enfants au monde, aussi pour des raisons sociales, matérielles, etc. Tout ceci est dans le programme du Front National, et sera d'ailleurs amendé dans le sens que je viens de vous exposer pour le projet 2017. Bon, sur l'euthanasie, là encore, c'est un débat effectivement qui va venir à l'Assemblée nationale, puisque j'ai cru comprendre qu'après le mariage pour tous, on allait avoir l'euthanasie pour tous. Bon, c'est un sujet de société très important, et qui moi me touche particulièrement parce que je pense qu'il y a un danger pour les personnes âgées, bien sûr, pour les personnes dites en phase terminale, mais mon Dieu, qui peut dire qu'il n'y a plus d'espoir? Personne. Pour les handicapés aussi. Et moi, ce que je crains dans cette loi, même si j'en avais discuté, vous savez, avec Monsieur Romero, qui est à l'origine de l'association Pour mourir dans la dignité, et qui a été conseiller régional en Île-de-France, alors d'abord UMP, après PS, mais enfin, peu importe. C'est pas le sujet, mais qui défend donc ce projet et qui est à l'initiative de cette future loi sur l'euthanasie. Là encore, vous savez, je crois qu'il ne faut pas d'hypocrisie, et que dans ces domaines-là, il faut être extrêmement clair et ne pas avoir peur de dire la vérité. Moi, je comprends parfaitement, et nous comprenons au Front National, la souffrance des gens en fin de vie.
il y a des souffrances atroces. Il y a des souffrances aussi pour les familles, d'ailleurs, qui voient, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec mon père, mais je pense que c'est arrivé à tout le monde, de voir quelqu'un de très proche souffrir parce qu'il n'y a plus rien à faire, quoi. Voilà. Donc la question se pose, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut être sincère là. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que on débranche, comme on dit vulgairement ? Est-ce qu'on aide un peu plus à mourir ou pas ? Moi, je considère que non. Et je ne me place pas sur une morale particulièrement religieuse. Parce que j'ai vu, de mes yeux vus, des gens qu'on disait en phase terminale s'accrocher terriblement à la vie. Voilà. Mais par contre, je crois qu'il faut favoriser toutes les recherches et toutes les pistes médicales pour aider à atténuer la souffrance, parce qu'il n'y a la douleur. Il n'y a aucune raison de faire souffrir exprès, a fortiori quand c'est quelqu'un de proche. Donc je crois que c'est un sujet qu'il faut traiter sereinement. Moi je suis... Et vous voyez, bon, j'attendais pas cette question dès aujourd'hui. J'ai pas eu l'occasion encore d'en parler avec nos amis du Front National. Moi, je crois qu'il faut réfléchir très sereinement. Évidemment, ne pas légaliser l'euthanasie parce que il y aura inévitablement des dérives, voilà. Inévitablement. Et j'ajouterais que dans une société qui, somme toute, est de plus en plus matérialiste, ou quelqu'un qui ne rapporte plus de l'argent, soit parce qu'il ne travaille plus, soit parce qu'il n'a plus les moyens de le faire, et bien souvent est mis au rebut de la société. Et donc j'ai peur que il y ait des dérives et que, sous couvert d'économies à faire pour la sécurité sociale, calmement d'éliminer des gens après 90 ans. Finalement, après tout. Oui, mais même aussi les handicapés. C'est pour ça que je vous parlais des handicapés. Parce que les handicapés, dans une grande partie, en tout cas, je pense aux handicapés mentaux, n'ont pas la faculté de s'exprimer, n'ont pas la faculté d'exprimer d'ailleurs ce qu'ils ressentent. Moi je le vois avec ma fille, bon, une mère comprend sa fille évidemment, mais qui à part ses proches peuvent parler en son nom, donc il faut avoir des règles extrêmement strictes et surtout ne jamais ouvrir la porte à la moindre dérive, mais je le dis encore une fois très calmement. Merci, on a compris que c'est quelque chose qui vous touchait de près également. Alors, j'ai pas fini dans mes questions. Il y en a beaucoup d'autres. Allez. Oui, alors, a-t-on conscience à Strasbourg et à Bruxelles qu'il y a une influence américaine ou anglo-américaine ? Écoutez, oui, je dirais de façon déjà assez pratique, c'est-à-dire que l'anglais est la langue pratiquée. Alors bien sûr, il y a des traducteurs, je vous le disais tout à l'heure, mais enfin, tous les documents qui nous sont fournis dans leur immense majorité le sont en anglais. Et nous avons, d'ailleurs, Louis Alliot, à juste titre, a fait des remarques en demandant que ces documents nous soient au moins transmis aussi en français, parce que vous savez, je vous en avais apporté un sur le transport pour vous en montrer un. Bon, tout est en anglais. Et donc, charge à nous de nous débrouiller avec ça. Alors déjà, même si vous parlez anglais, ce qui est quand même le cas des députés européens, des députés français au Parlement européen du Front National, il y a des termes extrêmement techniques. Donc, rien que ça, je dirais, prouve bien qu'il y a évidemment la suprématie de l'influence, on va dire, américaine, anglo-saxonne. Maintenant, pour le reste... C'est l'influence. Ce sont plusieurs influences. C'est une influence j'allais dire de secte. Oui, presque. De sectes mondialistes, de gens qui vous entraînent inexorablement vers des pensées uniques, qui n'acceptent pas le débat. Est-ce que c'est particulièrement américain, anglo-saxon ? J'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que ça va même au-delà de ça, puisque c'est un rouleau compresseur. L'Union européenne est un rouleau compresseur. Voilà. Et que, en termes de politique étrangère aussi, d'ailleurs, parce que la politique internationale, que nous, on a eu des exemples avec l'Ukraine récemment. Vous parliez tout à l'heure des chrétiens d'Orient. Moi, je suis allé à une conférence je sais plus si c'était Strasbourg ou Bruxelles, ça se ressemble tellement sur les chrétiens d'Orient. Là encore, on essaye d'avoir une pensée unique. Donc oui, bien sûr, mais je pense que la langue, en ce sens, a quand même son importance. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui,
le français, eh bien, apparaît comme 2e ou 3e langue, on va dire. Et si je puis me permettre, la langue, oui, au service... alors, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas du tout dans la pensée unique et les dérives que l'on voit apparaître sur le plan même intellectuel, moral, véhiculé par l'Europe de Bruxelles, viennent exclusivement des anglo-saxons. C'est faux, et on va en donner un exemple, si je puis me permettre. En revanche, au niveau des lobbies économiques qui interviennent en faveur des grands monopoles américains, là, effectivement, je crois qu'on peut dire qu'il y a une influence américaine claire de lobbying économique de la part des grandes multinationales américaines, qui utilisent d'ailleurs la langue anglaise à plein pot, pour favoriser et orienter peu à peu tous les standards européens, les normes et tout, en faveur d'une pénétration plus rapide et plus importante des États-Unis en matière d'informatique, en matière de télécommunications, etc., etc. Il y a évidemment là une stupidité de la part de l'Europe des nations qui favorise l'avancée économique invraisemblable des États-Unis sur le plan économique, grâce à des monopoles exercés par un certain nombre de grandes multinationales américaines. En revanche, vous avez dit très justement tout à l'heure, vous avez parlé de la notion de réfugiés climatiques. Ça, c'est intéressant parce que là aussi, sur cette question, eh bien, le mouvement de Marine Le Pen, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était juste avant que Marine ne prenne la direction du front, nous avions été les premiers à organiser un grand colloque sur le réchauffement climatique pour essayer de démêler le vrai du faux, essayer d'engager un débat là-dessus. L'histoire du réchauffement, qui bien sûr a eu lieu, il y a en tout cas des changements climatiques, mais la grande idée, c'est d'essayer de dire, et ce n'est absolument pas démontré, et au moins qu'il y ait un débat sur cette question, de dire que c'est à cause du CO2 industriel qu'il y a réchauffement climatique. Et évidemment, parce que et la notion de réfugié climatique est directement liée à ces propos, parce que si vous démontrez que c'est le CO2 industriel qui est à l'origine du réchauffement de la planète, les pays du tiers-monde, qui sont déjà des pays qui sont pour beaucoup tropicaux, vont devenir encore plus chauds, il y aura encore plus... Mais oui, mais c'est le principe. Les réfugiés climatiques, ce sont les réfugiés qui viennent de pays qui subissent une augmentation de la température qui est encore plus préjudiciable à leur survie. Et la notion de réfugiés climatiques est directement tirée de cette fausse démonstration. Et donc, c'est passionnant. Et là, c'est pas du tout les États-Unis. Ce sont des lobbies d'extrême gauche qui ont pénétré l'écologie, parce que la vraie écologie, en tout cas, c'est mon avis, je pense, c'est peut-être le vôtre, Marie-Christine Arnautu, la vraie écologie est de droite. Ah, c'est celle, d'ailleurs, qui respecte la nature, parce que l'homme est dans la nature, et que l'homme doit être le meilleur protecteur de la nature, et qu'il fait corps avec la nature. Bon, mais ceci étant, il est bien évident que, au travers du GIEC, c'est donc cet organisme international qui prétend établir des vérités qui ne sont absolument pas démontrées. On a là des mouvements d'extrême gauche qui agissant en Europe et qui viennent pas des États-Unis. Je pense que sur le plan économique, là, il faut le dire, je crois qu'il y a une influence clairement américaine qui utilise l'Europe de Bruxelles à ses fins, et c'est fondamental. En revanche, sur le lobby LGBT, peut-on dire qu'il vient des États-Unis? Pas du tout. C'est malheureusement proprement européen, et c'est la propre décadence européenne, n'employons pas ce mot-là, mais un changement de valeur et un abandon des valeurs d'un certain nombre de pays européens qui a fait que ce lobby LGBT est extrêmement puissant à l'Europe de Bruxelles. C'est tout à fait vrai. Alors, vous avez prononcé un mot d'ailleurs que je voulais reprendre. Vous voyez, vous m'avez précédé. Vous avez parlé de normes. Or, c'est vrai, et on l'a encore remarqué hier avec Bruno Gollnisch en commission des transports, c'est l'Europe des normes. Mais, bon, des fois, vous savez, nous sommes des optimistes au Front National, donc nous essayons quand même d'en sourire parfois. Si au moins, ils obligent tous les pays de l'Union européenne à adopter des normes. Alors pour n'importe quoi, hein. Vous avez, je prends l'exemple des ascenseurs, où maintenant, dans les ascenseurs, on vous dit, si vous montez, si vous êtes en train de descendre, à quel étage vous arrivez. Il y a 2 blocs pour les personnes en fauteuil roulant, et puis un peu plus haut avec les mêmes numéros. Je pense que, moi, je sais pas, mais enfin, tout le monde sait à peu près si l'ascenseur est en train de monter ou en train de descendre. Voilà, on met tout ça aux normes, et ça coûte énormément d'argent, l'exemple des ascenseurs. Hier matin, j'ai entendu, alors rapidement, parce que c'est des informations qui passent très rapidement, que, à cause de l'Union européenne, les stations-service françaises avaient dû être mises aux normes. Bon, je crois qu'on a dépensé 3 milliards d'euros pour mettre aux normes les stations-service. Maintenant, on les supprime.
Voilà, on les supprime parce qu'on considère qu'il y a des problèmes dans les postes d'essence, il n'y a plus assez de subventions, etc., etc. C'est une aberration, l'Europe des normes. Et pour autant, si au moins on choisissait les normes d'un pays européen pour mettre les autres à ces normes-là. Non, on prend aucune norme qui existe, on en crée une 28e ou une 29e. Bon, donc bien évidemment que c'est les normes, d'ailleurs, très souvent, alors là pour le coup, effectivement, d'influence anglo-saxonne ou américaine, ça c'est tout à fait vrai. Bien sûr aussi pour faire travailler ou pour donner des marchés à telle ou telle entreprise. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. On le voit aussi au niveau de la finance, des banques, etc., etc. J'ai oublié tout à l'heure, et je vous entendais parler à plusieurs reprises de menaces de liberté publique, ou bien... Oui, c'est des questions qui sont revenues chez les auditeurs. C'était une question. Je rappelle aussi que Marine Le Pen est intervenue extrêmement récemment sur le danger de privation de liberté numérique, et particulièrement Internet. Puisque, sous couvert de menaces terroristes, on nous dit, oui, mais alors maintenant, en France, hein, là je parle de la France, hein, il va falloir contrôler les sites Internet. Non. Nous sommes tout à fait opposés, nous sommes tout à fait favorables d'abord, et nous prônons la liberté numérique parce que la liberté d'Internet est essentielle. Et parce que, là encore, d'avoir Big Brother, parce que pour le coup, oui, qui surveille systématiquement les comptes Facebook, alors maintenant avec la technique Apple, remarquez, il suffit qu'on ait un iPhone et là, on vous piste dans le monde entier, donc il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa. Mais je pense qu'il y a une menace réelle sur les libertés individuelles et sur les libertés numériques et la liberté d'Internet, sans doute. Donc là aussi, nous nous battons contre cela, et je crois que nous allons lancer aussi... Il y a un large débat qui est initié au sein du Front National, puisque lors du prochain congrès, il y a une table ronde très importante qui va avoir lieu sur ce sujet-là. À la fois défendre les libertés individuelles, et c'est fondamental, et pourquoi ne pas le dire ? Il y a, je crois que ce n'est pas... être de gauche que de dire ça ou d'extrême gauche, de dire qu'il y a eu des prises de conscience d'un certain nombre de peuples grâce aux réseaux sociaux qui ont pu envoyer balader leurs dictateurs. Alors, certains dictateurs avaient un rôle qui était bénéfique parce qu'ils étaient moins dictateurs que d'autres. On ne va pas mettre au même niveau Saddam Hussein, et je le dis clairement à l'antenne, moi je ne mets pas au même niveau Saddam Hussein et Kadhafi et Bachar el-Assad. Saddam Hussein était bien évidemment, à mon avis, le dictateur le plus bénéfique parmi tout cela. Bon, mais ceci étant, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de... ça permet l'expression d'une liberté fondamentale. Ceci étant, il y a le revers de la médaille, et il faut aussi veiller, bien sûr, à l'espionnage organisé au niveau mondial, qui est un énorme problème. Et là, il y a toujours des solutions à tout. Il faut dialoguer avec les professionnels et respecter la liberté tout en veillant qu'il n'y ait pas la mise en place de Big Brother, quoi. Voilà, donc tout ça, mais aussi on s'aperçoit qu'il faut être moderne, on retrouve le même sujet d'ailleurs à propos des normes. Si vous voulez, ce qui est terrible, c'est que lorsque des professions sont réellement organisées, eh bien, elles peuvent se battre pour défendre leurs normes. Souvent, dans certains domaines industriels, la France a des standards et des normes excellentes, qui sont d'ailleurs parfois plus exigeantes qu'une bonne partie des normes européennes. Il n'y a pas que les Allemands qui ont des normes très, très fortes, très bonnes, très exigeantes dans un certain nombre de secteurs industriels. Et là, il y a toute une discussion, toute une bagarre qui peut avoir lieu. Le seul problème, c'est que réellement, il y a des pressions exercées par les grandes multinationales américaines dans plein de domaines industriels, informatiques. Et en fait, ce qui est dommageable, c'est que non seulement, alors vous avez raison de dire qu'il y a une espèce de technocratie qui est obsédée des normes, ça c'est un phénomène. Et par ailleurs, il y a une réelle influence très organisée, parce qu'en quelque sorte, l'Europe de Bruxelles a calqué son organisation sur l'organisation anglo-saxonne du lobbying, en français, puisque nous sommes à Radio Courtoisie, des groupes de pression. Ce n'est pas dans la mentalité européenne. Dans la mentalité européenne, il n'y a pas le lobbying au niveau des États. Il y a ou les groupes de pression. Il y a un ministère de l'Industrie qui dialogue avec des organisations professionnelles, et à partir d'un certain nombre de réunions officielles et rationnelles, on décide d'une norme. Ce n'est pas un groupe de pression d'un groupe industriel qui va essayer de convaincre un par un et en cachette des députés un à un, et le président de la commission ou le président d'une commission. C'est cette méthode informelle qui est typiquement anglo-saxonne,
qui peut se défendre. À la limite, c'est la méthode anglo-saxonne. Mais du coup, les professions organisées, quand elles le sont pas suffisamment en France, mais en Allemagne ou ailleurs, se sont trouvées décontenancées par rapport à cette méthode du lobbying, encore une fois, cette méthode du groupe de pression auprès des instances politiques. Et l'Europe de Bruxelles a calqué cette organisation sur les États-Unis. Voilà pourquoi nos industriels sont souvent désemparés par rapport à leurs concurrents américains, parce que ce sont les concurrents américains qui imposent leurs normes au niveau de l'Europe de Bruxelles. Et ça, en tant qu'industriel, je le dénonce. Et vous avez largement, parce que Marie-Christine, vous avez aussi cette vision de la vie quotidienne des gens, de cette espèce d'obsession. En quelque sorte, il y a le technocrate et l'obsession du technocrate déconnecté de la réalité qui a rejoint cette opération très astucieuse et d'entrisme américain au niveau du changement des normes. Et donc, on a un mélange absolument détonnant qui se fait au détriment, je le dis franchement, de la plupart, souvent, d'industriels français ou européens. Alors, il y a plein d'autres questions. Oui, chers auditeurs de Radio Courtoisie, tout un tas de questions pour Marie-Christine Arnautu. Alors, tout d'abord, une remarque d'un auditeur. Il est facile d'accuser les personnalités politiques de gauche ou de droite, mais c'est le peuple lui-même qu'il faut condamner, car c'est le peuple qui a élu nos représentants. Voilà. Ce serait donc le peuple en cause et non pas les hommes politiques. Ça s'appelle juste la démocratie, quoi. Voilà. Alors, un auditeur, toujours Madame Arnautu, vous avez demandé à ce qu'on vienne vous écouter au Parlement de Strasbourg. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer comment faire pour assister à une séance ? Très bien, oui. Alors, je vais peut-être répondre tout de suite à cet auditeur ou auditrice. C'est un auditeur ? Oui. Oui, bah écoutez... Un admirateur, peut-être. Ah, mon Dieu, quand même. Non, mais je pense que ce monsieur doit se mettre... Alors, qu'il aille sur le site du Front National, il y a mon adresse courriel, qu'il m'envoie un courriel et on va organiser ça pour faire une visite au Parlement européen en début d'année prochaine, sans doute. Très bien. Alors, par rapport à ce que vous avez dit il y a peu de temps, une auditrice nous fait remarquer comment une femme actuellement peut-elle tomber enceinte si elle n'en a pas envie, petit 1. Petit 2, au sujet de la fin de vie, son mari a eu un cancer de la langue il y a 2 ans et avait dit « si je tombe malade, s'il te plaît, je veux qu'on mette fin à ma vie ». Et à partir du moment où il a été malade, il s'est accroché à la vie, il s'est battu. Voilà. C'est ça. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas sur la première remarque de cette auditrice. Si, malheureusement, ça arrive. Voilà, il y a des... Je ne dis même pas des jeunes filles, d'ailleurs, des femmes qui tombent enceintes. Voilà, bon, c'est ça, si, ça arrive. Ça arrive. Et aidons-les à garder le bébé. Voilà. Une auditrice, Madame Arnautu, avez-vous pensé au traité transatlantique qui doit être signé avec les États-Unis ? Si oui, pouvez-vous nous en parler ? Bien sûr, mais là, le traité transatlantique a été dénoncé par Marine Le Pen, mais bien avant que ce soit public. Bien avant que ce soit public. Avec toutes ses conséquences extrêmement dangereuses et dans beaucoup de domaines, dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la sécurité. Alors, on revient là-dessus, sur la sécurité sanitaire aussi. Traité transatlantique, traité Canada, bien sûr que Marine Le Pen l'a dénoncé de façon très forte et elle l'a dénoncé même au Parlement européen, voyez-vous. Très bien. Et puis enfin, un auditeur, Madame Arnautu, pouvez-vous préciser s'il vous plaît quelle est la position politiquement correcte européiste, entre parenthèses, concernant les persécutions sur les chrétiens en Orient ? Écoutez, moi je dirais qu'on en parle très peu. On en parle très peu, ou en tout cas pas assez. Et je suis allée à une conférence organisée au Parlement européen par Michèle Alliot-Marie. Donc moi je suis assez juste et je dois dire que elle avait convié à cette conférence beaucoup de chrétiens et de responsables de chrétiens d'Orient. Après, une fois qu'on voit ça, où tout le monde pouvait y assister, je parle évidemment des députés européens, tout le monde aurait pu y aller. Oui. Après, si on ne veut pas entendre et si on ne veut pas voir, tant pis, je dirais. Mais elle a eu une phrase, moi, qui m'a frappée, parce que je suis honnête, y compris avec mes adversaires politiques. Elle a dit à un moment, je déplore que n'ait pas été inscrite dans la Constitution européenne les racines chrétiennes de l'Europe.
Alors mieux vaut tard que jamais, voyez-vous. Oui, je l'avais entendu, je m'en souviens, oui. Et elle l'a redit, j'en ai discuté avec elle, parce qu'on se parle quand même, heureusement, avec certains dans les couloirs de l'Assemblée. Je pense qu'elle fait partie des gens qui comprennent le drame qui peut se jouer pour les chrétiens d'Orient. Et puis, est-ce qu'on pourrait dire pour les chrétiens presque en règle générale? Parce que regardez dans notre pays le nombre d'insultes, de vexations qui sont faites aux chrétiens et dont on fait très peu de cas, voire pas de cas du tout. Voyez-vous ? Donc ça aussi, il faut pas que ça rentre dans les mœurs. Il faut pas que ça devienne des épiphénomènes. Oui, après tout, le fait d'aujourd'hui de massacrer des chrétiens, de persécuter des chrétiens à cause de leur religion, somme toute, à l'Union européenne et à Strasbourg et à Bruxelles, émeut bien peu de gens. En tout cas, moi je n'ai pas entendu de grandes déclarations, sauf évidemment dans notre groupe Front National, dans notre délégation, du Front National, cherchant à attirer un peu les responsabilités des uns et des autres sur les chrétiens d'Orient. Oui, surtout que je crois que j'en parlais avec Émeric Chauprade, qui est donc un de vos collègues à l'Europe, qui a été élu dans le cadre du Rassemblement Bleu Marine et député européen, dans le sillage de Marine Le Pen. C'est le fameux principe de réciprocité. On avait tout à l'heure Bernard Anthony au téléphone, qui a largement développé ce principe, qui est repris d'ailleurs de toute l'histoire de la diplomatie française et européenne en Orient, du temps où elle a été digne de ce nom. C'est comment ne pas comprendre que tout simplement la présence de dizaines de millions de musulmans en Europe, qui seront là pour un certain nombre, sans doute pour toujours. Et puis, ceux qui sont en situation irrégulière, nous souhaitons qu'ils rentrent chez eux. Et puis, nous devons supprimer les pompes aspirantes. Mais bon, il y a un certain nombre de musulmans, bien sûr, qui resteront et qui sont les bienvenus chez nous en France, du moment qu'ils respectent toutes les lois et toutes les coutumes de la France et de la République française. Bon, ceci étant, ne pas comprendre, quand on est un responsable politique européen, que le fait d'avoir, encore une fois, des dizaines de millions de musulmans sur notre sol européen, et ces musulmans sont largement respectés, et parfois même, ils sont, je dirais, mieux lotis que les nationaux eux-mêmes. Ne pas comprendre qu'il y a là le moyen d'expliquer et de dire aux puissances islamiques, arabo-islamiques, et pas arabo, puisque je pense à la Turquie, mais turco-islamique, en l'occurrence la Turquie, que il faut qu'au minimum, le principe de réciprocité soit respecté, c'est-à-dire, oui, nous acceptons la présence, sous certaines conditions de respect, encore une fois, de notre loi, des musulmans sur le sol européen, mais s'il vous plaît, non seulement vous respectez les chrétiens d'Orient, mais vous les protégez. C'est évident, c'est le principe de réciprocité. Et ce que je veux dire, c'est que ça date de Saint-Louis, mais que même des chefs d'État laïcs, et même parfois laïcards, comme Clémenceau, ont repris ce principe de réciprocité, et Clémenceau lui-même exigeait qu'il y ait un respect des chrétiens d'Orient de la part des puissances islamiques. Et donc c'est tellement évident. Donc voilà le principe de réciprocité. Et puis une autre idée, mais là qui est encore plus étrangère malheureusement au cerveau de la plupart des dirigeants européens, c'est que, mais là aussi ça pourrait être développé par une diplomatie à laquelle prendraient part des responsables du Front National, c'est le fait que toutes ces minorités chrétiennes sont tout simplement facteurs d'apaisement dans tous ces pays. Et qu'en réalité, les chrétiens d'Orient, qui depuis tout temps malheureusement sont persécutés, sont ceux qui incarnent les réelles valeurs de liberté, de respect de la femme, de démocratie. Il faut oser le dire. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si souvent les ministres des Affaires étrangères en Égypte ou en Irak, étaient des chrétiens. Parce que les leaders musulmans considéraient qu'un chrétien, c'était le gage d'avoir une diplomatie sereine.
parce que les musulmans eux-mêmes ont des problèmes entre eux, entre chiites et sunnites, et souvent, le chrétien a cette faculté, parce qu'il a été persécuté depuis des siècles, et puis parce que, sans doute, il défend un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs qui éclairent la vie sociale, encore une fois, comme la démocratie, la liberté, le respect de la femme, et donc il faut oser dire ces choses-là, et que même dans le cadre du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe, qui n'en finit pas de dynamiter la situation au Moyen-Orient avec des haines réciproques invraisemblables, les chrétiens d'Orient pourraient être un facteur d'apaisement et un trait d'union entre tous ces peuples. Voilà ce que pourrait être une réelle diplomatie européenne, je crois, ma chère Marie-Christine Arnautu. Mais vous allez y arriver avec un groupe bientôt de plus en plus puissant, et sans doute, il faut le dire, de même que le Front National influence peu à peu, pour le moment uniquement par osmose, mais un jour parce que nous serons au pouvoir, la politique française, les députés européens dans le sillage du groupe de Marine Le Pen qui est en train de se constituer vont avoir une influence sur l'Europe. Moi, j'en suis intimement persuadée. C'est pour ça que nous sommes à un tournant de l'histoire, là, je crois, où il ne faut pas se tromper de combat. Voyez-vous, moi, je comprends que les Français, évidemment, critiquent parfois le programme du Front National, parfois même dans nos rangs, hein. On en a eu quelques exemples tout à l'heure ici, qui trouvent que sur tel ou tel sujet, nous ne sommes pas comme ils souhaiteraient que nous soyons. Bon, d'accord, mais quand je dis il ne faut pas se tromper de combat, je suis extrêmement sérieuse, et je vais prendre un exemple à petite échelle, certes, mais je ne voudrais pas que ça se reproduise aujourd'hui à grande échelle. Vous savez, j'étais tête de liste en Île-de-France en 2010 pour les élections régionales. J'ai eu face à moi une liste par monsieur Axel de Bauer, paix à son âme, dite liste chrétienne, qui critiquait justement ou qui trouvait que nous ne prenions pas des positions assez claires au Conseil régional. Eh bien, le résultat, c'est que nous avons perdu l'élection régionale à 0,7%, c'est-à-dire exactement ce que cette liste avait fait. Et que aujourd'hui, pendant 6 ans au moins, j'espère que ça changera en 2015, mais pendant 6 ans ou 2016, il n'y avait eu personne au Conseil régional d'Île-de-France pour défendre les idées et les valeurs nationales. Donc attention à ne pas se tromper de combat. Marine Le Pen et le Front National aujourd'hui sont les seuls. On a évoqué quand même une palette de sujets assez importante ce matin, et merci encore une fois de m'en avoir donné l'occasion. Sur tous ces sujets-là, nous avons des solutions. Nous avons, et Marine Le Pen a une volonté politique indéniable de mettre en place ce projet, de le mettre en application. Nous avons au Front National la chance d'avoir encore le trésor des militants, que plus aucun parti n'a, de gens qui se battent au détriment de leur temps, de leur argent, de leur énergie, pour justement faire émerger une autre France, une France qui retrouve ses valeurs, qui retrouve ses frontières, qui retrouve ses capacités à pouvoir produire, et qui évidemment retrouve le plein emploi. Tout cela est possible avec Marine Le Pen. Alors, chère Marie-Christine Arnautu, d'autres questions qui arrivent et qui sont plutôt qui vont dans le sens de ce que vous nous avez dit. Une dame, au sujet de l'aide médicale d'État, je voulais dire que c'est un scandale, car on donne plus de prestations à des gens qui ne cotisent pas. Il est à noter que le rabot des allocations familiales, auquel on faisait allusion, il correspond au coût de l'aide médicale d'État, soit 800 millions. C'est ça. C'est fou. Marine Le Pen devrait être présente beaucoup plus souvent sur les plateaux d'information type BFM TV, iTélé. On ne la voit pas assez. Bon, ça c'est vrai, mais bon, voilà. On ne choisit pas toujours. Et alors là, une remarque qui m'est d'ailleurs, et je la dis bien volontiers, d'une dame qui dit « J'ai été très contente que vous abordiez le sujet des normes. Vous le faites de manière très objective, mais il y a des petites inégalités et des petites erreurs. Je serais ravi de vous donner des renseignements complémentaires sur ce sujet. » Et cette dame est tout simplement ancienne ingénieure de l'AFNOR, qui est l'Association française des normes. Et bien sûr, elle a tout à fait raison. J'ai dit les choses de manière un petit peu maladroite, même si sur le fond, je pense que j'ai abordé les choses. Je serais ravi d'appeler cette dame, et merci de son intervention. Et Elisabeth, vous avez d'autres questions encore? Et puis peut-être probablement la toute dernière. Marine Le Pen parle d'islam politique. Pouvez-vous nous en donner une petite définition, s'il vous plaît? Écoutez, le problème de l'islam, là encore, c'est un peu comme sur les autres sujets. C'est un problème factuel. Aujourd'hui, il y a un risque
indéniable. Quand elle parle d'islam politique, je vais vous donner un exemple. Par exemple, elle a dit, et elle a raison, que le port du voile était bien souvent, aujourd'hui, non plus un acte religieux, mais un acte politique. Bien sûr. Par exemple, voilà, un exemple. Aujourd'hui, les cantines halal, ou bien la nourriture halal, ou bien dans les supermarchés, les rayons halal, les horaires des piscines, ou bien où on a exigé de faire des horaires spécifiques pour les femmes musulmanes, les hôpitaux où les femmes musulmanes, certaines femmes musulmanes refusent de se faire accoucher par des hommes, bien souvent, ce sont des actes politiques et non pas des actes religieux. C'est en ce sens-là que Marine a parlé d'islam politique. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de religion aujourd'hui. On parle de politique, effectivement, de revendications politiques et non pas religieuses, sous couvert de religieux, bien sûr, mais qui sont en fait des revendications politiques. Et c'est cela que nous devons combattre de toute notre force, et là aussi de façon extrêmement claire, parce qu'aujourd'hui en politique, on manque de clarté, on manque de repères bien souvent. Ces repères, ils sont au Front National, ils sont dans le projet de Marine Le Pen. Eh bien écoutez, l'avenir, j'espère, sera plus rose qu'aujourd'hui. Voilà. En tout cas, vous y travaillez. On vous souhaite beaucoup de chance et de réussite au sein de cette Europe de Bruxelles, mais aussi également dans votre fief de Nice. Alors donc, il y a de quoi faire. Elle a devenu que la 5e ville de France. C'était la 4e, elle est passée la 5e alors. C'est surtout qu'au dernier recensement de l'INSEE, la population baisse, et pour cause. C'est typique. Et pour cause, insécurité flagrante à Nice, qui est un fléau catastrophique, évidemment aussi dû à la politique d'immigration, mais pas seulement, dû aussi au laisser-aller de la municipalité en place, insécurité, loyer et prix de l'immobilier pharaonique, et puis surtout une dette immense qui pèse et qui va peser de plus en plus sur les Niçois, à cause de la gestion évidemment tant à la ville qu'à la métropole. Bien sûr, alors ce serait le sujet d'une émission sur la dérive des collectivités locales, bien qui devient un fléau. En tout cas, merci beaucoup de Marie-Christine Arnautu. Voilà, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous dis à dans 4 semaines.